Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi 27 décembre de l'an 2025 pour lequel j'ai convié en plateau Jean-Claude Dassonga Kouagou. Il est cadre du parti politique Les Démocrates. Il sera face à Rachidi Odjo, un citoyen favorable au bilan du président Patrice Talon. Avec eux, chers amis internautes, nous essayons de décrypter à nouveau le message du président Patrice Talon à la nation béninoise. Un discours qui a été lu devant la représentation nationale, un discours plein de sens, plein de messages qu'on aura à décrypter au cours de cette émission. On parlera également de la campagne électorale qui a démarré hier vendredi à 0h, campagne électorale au profit des élections législatives et communales du 11 janvier 2026. Avant de retrouver mes invités pour le décryptage, je vous invite à suivre cette capsule vidéo qui vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, ESAE promotrice de ESAE TV. Juste après, on se retrouve pour le décryptage. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, comme je l'ai annoncé dans le sommaire de cette émission, Jean-Claude Kouagou, bonjour. Bonjour Kader Achirou, c'est un bonheur pour moi qu'on se retrouve après tant d'années. C'est un plaisir de vous recevoir sur Info Hebdo. Je crois que c'est le point d'ancrage pour aujourd'hui. Merci d'être là. Rachid Odjo, bonjour. Bonjour Abdelkader Achirou. Un sincère merci d'être toujours disponible quand le besoin se fait sentir. Parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup d'acteurs soutenant les actions du gouvernement du président Patrice Talon qui se font rares sur les plateaux. Peut-être un peu trop pris ces derniers jours. Et puis vous savez aussi. Non, je ne pense pas, mais peut-être parce qu'ils sont un peu occupés par d'autres choses. D'ailleurs, la campagne électorale a démarré, donc certains peuvent avoir des très bonnes raisons de ne pas être disponibles. Nous sommes là et puis nous essayons d'accomplir ce devoir. Hein? La campagne se mène aussi dans les médias. Bien sûr, mais aussi sur le terrain. Des décennies d'expérience dans les médias, tous les deux d'ailleurs. Jean-Claude Kouagou, bonjour à nouveau. Oui, bonjour Kader et bonjour aux internautes de ESAE TV. Alors le 23 décembre dernier, le président Patrice Talon était devant la représentation nationale pour un 10e exercice, le discours sur l'état de la nation. Un discours qui, lorsqu'on le suit de fond en comble, donne un bilan de ces 10 années de gouvernance. Est-ce que ce qui a été dit est conforme à votre constat? Je voudrais d'abord saluer cette prestance du chef de l'État à respecter la Constitution à ce niveau. Parce que le discours sur l'état de la nation est une prescription constitutionnelle. Et tous les chefs d'État, depuis 1991, l'ont respecté. Et il est à saluer qu'à son tour, il l'ait respecté au cours de ces 2 mandats consécutifs. Cela dit, vous parlez du bilan qu'il a essayé, disons, de transcrire dans son message à la nation. Effectivement, de manière générale, si je dois analyser
les différents discours sur l'état de la nation, généralement, les gens reviennent sur les bilans pour un peu vanter les mérites et par là tirer la conclusion comme quoi l'état de la nation est au beau fixe. Parce que je n'ai pas souvenir dans ma tête que depuis 1991, il y a un seul chef d'État qui ait présenté un discours sur l'état de la nation et ait tiré la conclusion que ça ne va pas. Avant de revenir à Rachid Ojo, ma question c'est de savoir est-ce que vous partagez le constat du président Patrice Talon que le Bénin a progressé? Je voudrais en venir là. Que le Bénin progresse, c'est tout à fait normal. Même vous aussi, en tant que cadet que j'ai connu il y a plus de 10 ans, vous avez progressé dans votre être. Et donc, que les réalisations à mettre à l'actif du président Patrice Talon aient fait progresser le Bénin, c'est tout à fait une évidence. Ce n'est pas un mérite particulier. Vous seriez là ou que je serais là si la Providence nous donnait l'occasion, que nous serons aussi capables de faire progresser le Bénin. Cela dit, moi, je suis souvent un peu embêté lorsque on pense qu'on a atteint un certain niveau de développement tel que on doit, je ne sais pas, s'agenouiller et trouver que Patrice Talon est un messie. Pourquoi je le dis? Nous ne sommes pas encore à Shenzhen. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Moi, je suis un peu historien. Oui. Si je prends notre cadre de vie à Cotonou, en 1990, on peut, sur le point des infrastructures routières, on peut parler de ce qui était existentiel. En termes de routes bitumées et de la qualité des routes, on peut limiter essentiellement au boulevard Saint-Michel. Ensuite, la voie inter-État Cotonou-Lomé et, disons, Godomé vers le nord. En dehors de ça, il y avait Dantokpa et Étoile Rouge. C'était essentiellement les routes bitumées. Pour tout le reste, c'était sablonneux. Ou alors, c'était des bas-fonds. Chaque président a essayé d'apporter un pavé. Et je me rappelle comme si c'était hier, sous le mandat du président Nicéphore Soglo, il a été le premier à faire l'inauguration des routes pavées chez nous au Bénin et à Cotonou. Je me rappelle qu'il a reçu un procès de maître Adrien Roumbédi qui, tout en reconnaissant les progrès réalisés en termes d'infrastructure avec les routes pavées, se demandait durant les campagnes, est-ce que c'est les pavés que nous allons manger? Parce que c'est de ça qu'il est question. Le développement... C'était pas un discours politique. Oui, c'est un discours politique et c'est de bonne guerre. Donc, nous sommes toujours dans la même ritournelle. Et bon, moi, je pense que chacun vient apporter sa contribution au développement du pays. Mais cela dit, nous sommes encore très loin. J'en veux pour preuve qu'actuellement, à Cotonou, il y a tellement d'embouteillages. Tellement d'embouteillages dus certainement aux réalisations qui se font à certains endroits. Mais au même moment, je ne comprends pas certaines réalisations qui consistent, par exemple, à détruire les bords de caniveaux et à les reprendre alors qu'on ne trouve pas quelque chose de nouveau. Rachid Ojo, je vous avais prendre des notes, c'est sûr que vous avez une réaction à avoir, mais le discours du président Patrice Talon, dans ce discours, il a eu affirmé avoir engagé des réformes profondes et parfois impopulaires au nom de l'intérêt général. Oui. Oui. Et quelle est votre préoccupation? Ma préoccupation, c'est de savoir, est-ce que cette réforme-là, qui ont été impopulaires, qui ont créé des grincements de dents sur le plan politique, est-ce qu'elles étaient nécessaires pour le développement du pays? D'accord. Je vous répondrai. Je voudrais saluer l'aîné Jean-Claude Kouagou pour avoir accepté partager avec nous cette tribune. C'est toujours très bien lorsque, en tant que citoyens, nous acceptons confronter nos regards, croiser nos points de vue. Ça permet toujours à nos compatriotes d'être mieux éclairés et de se faire aussi parfois leurs propres opinions sur les questions d'intérêt général. Alors, depuis 1991, effectivement, chaque président de la République que nous avons connu est venu et essaye de faire sa part du job.
Oui, depuis 1991, effectivement, notre pays, il progresse. Mais la différence avec le président Patrice Talon depuis 2016, c'est dans le rythme de progression. Parce que comme vous le savez, le développement, c'est un processus. Plus vous progressez, mieux vous avancez dans ce processus et plus rapidement vous allez atteindre le développement pour n'être contraint par la suite que de consolider le développement. Donc nous sommes maintenant sur le chemin du développement. La différence en termes de progression, c'est qu'effectivement, lorsque il a parlé des routes bitumées, vous savez, quand je veux prendre position par rapport au bilan du président Patrice Talon, je ne suis souvent pas le premier à mettre en exergue les infrastructures routières, même si aujourd'hui, par rapport à ce qui est fait, nous avons de très bonnes raisons d'être fiers et de célébrer cette progression très rapide. Mais puisqu'il en a parlé, je voudrais montrer que de 1960 à 2016, dans tout le Bénin, il y avait à peu près 2000 km de routes bitumées dans tout le pays. Mais figurez-vous qu'entre 2016 et 2024, le gouvernement du président Patrice Talon a réalisé environ 3000 km d'infrastructures routières, soit des routes qui ont été réhabilitées, soit de nouvelles routes bitumées, soit des routes qui ont été réfectionnées. Aujourd'hui, vous avez encore quelques chantiers qui sont en attente d'être réceptionnés. Vous voyez, si le rythme auquel nous avons réalisé les infrastructures routières, si l'ambition portée par le président Patrice Talon de faire en sorte que chaque chef-lieu de commune de notre pays puisse être relié par une voie bitumée, et telle ambition aussi de départ des dirigeants que nous avons connus depuis 1960, nous aurions déjà terminé avec cette question depuis trop longtemps. Alors qu'aujourd'hui, malgré ces progrès, le constat est là, il y a encore des endroits de notre pays, des communes, des chefs-lieux de communes, des localités qui ont besoin d'infrastructures routières. Je voudrais prendre aussi l'exemple du cadre de vie. Il est revenu là-dessus, il a parlé de la ville de Cotonou. Bien sûr, regardez le programme asphaltage qui a pris en compte un certain nombre de grandes villes de notre pays à travers la première phase. La deuxième phase qui est en cours aussi a ciblé d'autres communes, d'autres villes, sans laisser bien évidemment les villes qui avaient déjà bénéficié de la première phase, parce que malgré ce qui a été fait dans ces villes qui ont eu à bénéficier de la première phase du projet asphaltage, il n'y a que des artères, des rues restent encore à asphalter dans ces villes-là. Regardez ce qui a été fait en moins de 10 ans. Si on avait réussi à progresser à ce rythme effectivement depuis 1991, il n'y aura plus pratiquement aucune rue dans aucune commune du Bénin qui ne soit pas asphaltée, soit pavée, soit bitumée. Lorsque je vais dans le secteur, non, je viens, oui. Parce que là, on parle du bilan, au-delà même du discours. Je n'ai pas oublié votre question, merci. Parce que là, nous sommes en plein dans le bilan et il faut permettre à notre compatriote d'avoir des indicateurs concrets pour pouvoir comparer. Après, on peut ne pas être d'accord avec le président Patrice Talon pour telle ou telle autre raison, mais par rapport à ce qui est fait, il faut que nous ayons le temps d'exposer les indicateurs. Donc, j'implore votre indulgence. Okay, allez-y. Lorsque nous prenons le secteur d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, nous avons doublé, le président Patrice Talon et son gouvernement ont doublé en l'espace de 8 ans le taux de décès rural en termes d'approvisionnement en eau potable. C'est-à-dire que de 1960 à 2017, tout gouvernement confondu, tout ce que nous avons réalisé dans ce domaine de notre pays a permis tout simplement de couvrir 42% des populations vivant en zone rurale. Aujourd'hui, nous sommes autour de 85%. Regardez donc le travail, c'est-à-dire il y a eu plus 150% d'efforts de 56 ans en 8 ans. Et c'est dans ces efforts-là aujourd'hui que nous avons réussi à apporter de l'eau potable
dans les zones dites condamnées. C'est-à-dire nous avons fait en sorte que les investissements qui sont consentis pour améliorer les conditions de vie des Béninois puissent nous amener à ne plus considérer qu'il existe un territoire de notre pays que l'on peut présenter comme une région condamnée en matière d'approvisionnement en eau potable. Vous voyez, Pourquoi donc, vous êtes impopulaire, on fait tout ceci? Non, je viens. Chaque gouvernement essaie de faire sa part du boulot depuis 1991. Mais ce qui nous a manqué, c'est le rythme auquel il faut progresser. C'est l'ambition forte. Les ambitions, elles sont grandes. Et si le gouvernement arrive à les réaliser, c'est grâce à la contribution de tout un chacun de nous. Et comme le président Patrice Talon a coutume de le dire, le mérite de tout ceci revient à chaque Béninoise et à chaque Béninois. Vous parlez maintenant des réformes. Oui, que les réformes sont impopulaires ou ont rendu le président à un moment donné impopulaire. Lorsque vous voulez faire des réformes, surtout des réformes profondes, pas des réformes du genre à se faire tout simplement plaisir. Lorsque vous faites un vrai diagnostic, un bon diagnostic, et vous voulez apporter des solutions efficaces, radicales, parfois, vous pouvez être amené à bousculer en profondeur des acquis, des habitudes qui ont été cultivées et consolidées sur des décennies. Du coup, les réformes peuvent engendrer, on va peut-être rentrer tout à l'heure dans les détails, des situations qui nécessitent que les populations, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit les acteurs sociaux, quel que soit le statut des différents acteurs de notre société, les réformes peuvent conduire à des situations telles que nous pouvons être contraints à faire des sacrifices, à avoir du renoncement, à perdre des intérêts, mais pour la préservation de l'intérêt supérieur de la nation. Donc, à un moment donné, lorsque, du fait de la mise en œuvre de certaines réformes, vous perdez tout de suite des choses que vous considérez comme des acquis, vous pouvez, cela peut vous amener à détester, à même haïr celui qui porte ces réformes et qui se positionne comme en quelque sorte le réformateur dur pour que nous cessions d'être dans des illusions. Au fait, le problème, c'est que pendant très longtemps, nous nous sommes refusés de nous regarder en face. On a essayé de se complaire dans des solutions superficielles pour résoudre parfois des problèmes qui sont cruciaux. On a vécu dans l'illusion, chacun n'a pas vécu dans la réalité de sa vie. Et puis les réformes, à un moment donné, vous obligent à être les personnes que vous devez être, Merci. à vivre tel que vous devez vivre. Merci. Et cela peut vous amener, bien évidemment, à Merci. ne pas aimer le gouvernement qui fait ça. Jean-Claude Kouagou, je vous ai vu prendre des notes. Je vais vous laisser réagir d'abord avant de vous poser une autre question. Non, bon, quand mon ami Odio faisait son développement, ça m'a fait beaucoup sourire et c'est pourquoi je prenais quelques notes. Il a fait un long développement. Je n'aurai pas le temps de revenir point par point. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'affirmations qui illustrent parfaitement son statut du moment parce que j'ai bien compris le message qui consiste à illustrer l'état d'âme, j'allais même dire du chef de l'État lui-même. Alors, je voudrais revenir pour dire ceci. Lorsque on remonte à 1960, on sort du cadre d'aujourd'hui. Sinon, peut-être on va encore aller plus loin. Mais restons encore à 1960. Il n'y a pas un seul président qui ait réalisé mieux que Maga. Et les urgences de chaque époque ne sont pas les mêmes que ceux du moment. Aujourd'hui, on a vu ce que le président Talon est en train de réaliser. Et peut-être parfois c'est le lexique qui n'est pas le même. Je prends un exemple très simple. On avait besoin d'infrastructures pour abriter les institutions de la République. Le président Yahi Boni a fait ce qu'il a appelé les tours administratives. Le président Talon a fait les cités ministérielles. Vous ne voyez pas que chacun apporte sa contribution. Et c'est pourquoi j'ai dit d'abord de manière globale, les réalisations ne sont l'apanage de personne. Il a voulu beaucoup plus mettre l'accent sur le rythme. Oui, lorsqu'on part du néant,
le rythme de progression peut être lent. Mais quand il y a déjà des acquis qu'il faut consolider, ça peut être facile. Je vous donne un exemple. Vous et moi, nous sommes à Cotonou. Il nous était impossible de passer d'Agonticon pour enjamber vers les rails comment dit-on là, de Huayho. C'est un demi-kilomètre de route qui a été réalisé de très bonne manière. Mais il a fallu qu'il existe d'autres routes d'abord avant que ça ne soit réalisé. Je vais aussi parler de la voie qui mène vers, comment dit-on, de la pharmacie Concorde, Ciné Concorde, jusqu'à PK10 là-bas. Mais il a fallu qu'il existe d'autres choses pour que ça puisse devenir nouveau et permettre de désenclaver, pour faciliter la mobilité. C'est pourquoi moi je dis, les réalisations de chaque époque ne sont pas, comment dit-on, de chaque époque sont les réalisations du moment et tiennent compte des priorités du moment. Vous vous souvenez, à un autre moment, on ne pouvait pas aller à Calavi. Il a fallu l'échangeur qui est là. Il a fallu, comment dit-on, le passage supérieur de Stemez pour que du côté de Notre-Dame, quelque chose soit possible. Demain, on aura encore d'autres priorités. Et peut-être, je vous le souhaite d'ailleurs vivement, peut-être que vous serez, puisque vous et moi, nous sommes déjà dans le process, demain, vous serez peut-être le président de la République, vous ferez mieux que le président Patrice Talon. C'est à cela que moi, je nous invite, plutôt que de se contenter, de penser que ce que le président Patrice Talon a fait, vraiment, c'est merveilleux et que personne d'autre ne peut l'égaler. Ce n'est pas moi mon point de vue. Je pense que chacun apporte sa contribution. Et je continue de dire, de 1960 jusqu'à aujourd'hui, en tenant compte des besoins du moment, de la taille de la population du moment, personne n'a fait autant que le président Maga. Personne n'a fait autant que le président Maga. Jean-Claude Kouagou, dans ce discours-là, Patrice Talon insiste. Oui, c'est vrai que nous sommes sortis pendant longtemps pour faire un peu d'histoire. Voilà, nous sommes sortis du discours entre-temps. La transformation structurelle de l'État et du pays. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un changement durable de mentalité collective ou d'avancées essentielles, institutionnelles ou matérielles? Je n'ai pas bien perçu la question quand vous parlez de changement de mentalité collective. Mentalité collective, bon. Moi, ma mentalité est demeurée celle du citoyen béninois. Est-ce qu'on n'a pas comme l'impression qu'aujourd'hui, pour le bien public, le Béninois a changé un peu par rapport à ce qui est du respect du bien public? C'est les paradigmes qui ont changé. Parce qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple, sur le point de lutte contre la corruption. Hier, les pratiques consistaient peut-être à faire de surfacturage par ici, à faire en tout cas les business de couloir que les administrateurs pouvaient se faire pour se tirer d'affaires. Mais aujourd'hui, ça a changé. Ce n'est pas moi le ministre qui a traité un autre ministre de siphonneur. Et c'est récent. Ça ne fait pas encore 2 ans. Donc, c'est peut-être les formes qui ont changé, mais la corruption, elle a la peau dure. Elle existera toujours et il faut toujours la combattre. Donc, que les mentalités n'ont pas véritablement changé, si je veux dire que c'est lié aux personnalités de chaque individu. C'est question de morale et d'éthique. Quelles que soient les époques, il y aura toujours des hommes intègres, mais il y aura toujours des corrupteurs et des corrompus. Mais je vous donne un exemple de corruption. Le parti Les Démocrates a connu des difficultés ces derniers temps, avec la démission de certains députés. C'est des faits de corruption politique. Des faits de corruption politique. Mais il n'y a nulle part où on peut trouver de preuves matérielles. Mais les affirmations sont là. Ce n'est que par des témoignages qu'on a ces informations. Donc la corruption, elle est toujours là. Les mentalités n'ont pas changé outre mesure. Est-ce que vous êtes du même avis? Non, pas du tout. Vous vous en doutez. Je voudrais quand même, et ça, vous êtes d'accord avec moi, y compris les internautes, je n'avais pas encore dit, et je n'avais même pas l'intention de le dire, que personne d'autre ne peut faire mieux que le président Patrice Talon. Non, en fait, je ne vous prête pas cette intention à vous. Voilà. Non, je parle de l'opinion générale. Voilà, surtout des supporters du président Patrice Talon. Voilà. Et d'ailleurs, nous devons tous faire en sorte que nous accompagnons le successeur de Patrice Talon pour qu'il fasse mieux, pour qu'il fasse autant, pour qu'il fasse mieux, pour qu'il fasse plus que le président Patrice Talon.
Parce que s'il fait mieux, ce n'est pas d'abord à son profit le successeur, c'est au profit de la République. Nous sommes en train de faire un bilan, en quelque sorte. Il est du devoir des personnes comme nous, convaincus de la performance extraordinaire du président Patrice Talon, d'entrer dans les comparaisons pour montrer que, oui, nous avons progressé de façon rapide ces 10 dernières années. Pour revenir sur la question de l'état d'esprit, de la mentalité, non, nous sommes désormais habités par un nouvel état d'esprit. Vous, M. Kouagou, et moi aussi. Et je sais qu'il est convaincu, M. Kouagou, qu'il y a des choses qui nous est loisible de faire dans ce pays il y a encore 10 ans, alors qu'on sait très bien que ces actes-là que nous posons, ces choses-là que nous faisons, ne sont pas autorisés par la loi, compromettent l'intérêt général, mais puisque nous avons la garantie de l'impunité, nous sommes couverts par notre statut social ou notre statut politique, nous nous permettions de faire ces choses. Justement, la nouvelle mentalité, c'est qu'aujourd'hui, vous verrez personne dans notre pays qui puisse se permettre de poser un acte qui met en insécurité l'intérêt général sans se questionner sur ce que sera son sort lorsque le poteau rose va être découvert. Donc, le nouvel état d'esprit, il est là. Autant... Je ne vous coupe pas, mais quand on a parlé de siphonneur, là, vous avez vu tout le développement qui a suivi. Il y a une institution, le Haut Commissariat chargé de la... Monsieur Kouagou, vous n'allez pas me couper, parce que là, non, j'implore aussi votre indulgence. Oui, allez-y. J'implore votre indulgence. J'allais y arriver, c'est quand même une affaire, on peut dire, qui a tenu la République en haleine. Et si vous en parlez dans un débat comme celui-là, ce serait pratiquement, pour moi, fait preuve de lâcheté dans le débat public, sans revenir sur ça. D'autant plus qu'il n'y a rien dans ce dossier. Les développements qui ont suivi nous ont prouvé qu'il n'y a rien. C'est-à-dire? À part, on peut dire, quelques moments de faiblesse d'un ministre de la République qui a fait des déclarations, sans doute des déclarations graves, sans doute sur la base des motivations qu'il est seul à savoir, et personne ne l'a contraint après à faire un communiqué, M. Kouagou, pour dire qu'aucune preuve ne sous-tend son affirmation, ses accusations, si ce ne sont que des cas dont il n'a pas connaissance et qui étaient pendant devant la criette. Non, c'est pour vous dire quoi? Lui, il a fait une déclaration, il a accusé son prédécesseur de n'avoir pas bien géré les ressources publiques. Et quand l'affaire a fait grand bruit, c'est devenu une affaire de justice, mais il s'est rétracté pour dire, au fait, je n'ai fait que parler, je n'ai aucune preuve. Mais comment on peut en arriver à de telles déclarations? Mais le jour... Est-ce le combat politique en politique... Il a trouvé la situation atténuante, il parle de faiblesse. Non, je considère ça comme faiblesse parce qu'à partir du moment où c'est lui-même qui a écrit pour présenter ses excuses à son prédécesseur et qui a dit qu'aucune preuve ne sous-tend ses affirmations, ses déclarations, et que pour ça, il fait la génuflexion qui existe dans sa culture pour demander pardon à son prédécesseur. Vous voulez que je m'en tienne à quoi, monsieur Achiro? Et c'est devenu une affaire de justice. Donc, vous ne pouvez pas prendre ce cas pour estimer que nous n'avons pas encore accepté le nouvel état d'esprit que la gouvernance du président Patrice Talon a instauré dans nos consciences. Cependant, je suis d'accord avec vous qu'il y a des cas de résistance, pas uniquement dans le rang de simples citoyens, peut-être aussi dans le rang des personnes qui sont appelées à gérer les affaires publiques aux côtés du président Patrice Talon, peut-être même dans les rangs de ceux qui sont au niveau de l'administration et qui gèrent nos affaires. Mais toutes ces personnes qui résistent encore à l'adoption de ce nouvel état d'esprit ont juste le temps qu'il faut pour la République d'être au courant
de ce qui est en train d'être fait au détriment de l'intérêt général. Dès que c'est su, vous voyez la façon dont les choses se gèrent désormais par notre justice. Que vous soyez acteur politique soutenant les actions du président de la République ou de l'opposition, Oui. dès que vous avez enfreint les règles de la République, dès que vous vous rendez coupable d'une pratique de corruption, mais très rapidement, vous répondez de vos actes et la justice fait son travail en toute indépendance. Sur la question de celui qui a accusé son prédécesseur de siphonnage, vous avez vu la proactivité du Haut-Commissariat à la prévention de la corruption qui a fait mettre en place une commission de vérification. Cette commission de vérification a fait son travail de façon méthodique. Le rapport de cette commission a été restitué à l'ensemble de l'opinion nationale au cours d'une séance publique. Merci, moi, je pense que ça fait partie de notre nouvel état d'esprit et c'est ça le Bénin nouveau que nous sommes en train de célébrer. Dans un passé récent, les choses auraient pu se passer autrement. Aurait pu se passer autrement. Oui. Alors, Jean-Claude Kouabou, les réalisations en matière d'infrastructure de modernisation sont mises en avant comme des marqueurs forts de ce mandat. Alors, ces investissements ont-ils réellement amélioré la vie quotidienne du citoyen ordinaire? Ça doit être une évidence. Et vous et moi, je ne sais pas, il y a 20 ans en arrière, nos téléphones n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, il est très normal que dans la progression, qu'on puisse s'adapter à tout ce qui est modernité. Donc, je crois que c'est tout à fait normal qu'on constate qu'il y a une certaine amélioration. Qu'il y a une certaine amélioration. Bien sûr. Mais ce 23 décembre, on a vu un Patrice Talon très ému. De mémoire, je ne me rappelle pas Patrice Talon avoir eu à buter au cours de son discours, mais ce jour, on a vu que l'émotion était perceptible sur son visage, même dans sa lecture. Est-ce que avec ce discours, vous avez compris Patrice Talon, vous avez compris les motivations de sa gouvernance? Bon, disons que j'ai quand même découvert une double personnalité du chef de l'État. La première, vous faites bien déjà de l'évoquer, mais je pense qu'on peut comprendre. On peut comprendre parce que nous avons vécu une situation très malheureuse dans le pays avec les événements du 7 décembre. Et je crois que si on se met à sa place, il est normal qu'on soit ému. Ému parce qu'on est dans une disposition de venir rendre compte de l'état de la nation à la représentation nationale. On peut être ému. Je crois que c'est comme ça que je perçois sa posture le 23 décembre dernier. Mais j'ai aussi vu quand même le même personnage que je connais, c'est-à-dire le narcissique qui quand même se satisfait de ce qu'il fait et qui n'a pas froid aux yeux à l'évoquer avec beaucoup d'éloquence. Et ça aussi, il l'a fait avec tout, disons, la tonalité qui en tout cas, je dirais toute la vigueur qui caractérise le chef de l'État. Donc, j'ai vu le président Patrice Talon dans ces deux états-là. Et vers la fin... Mais est-ce que quelque part, vous ne l'avez pas compris, Jean-Claude Kouabou? Oui, pour vous qui êtes opposant à lui, est-ce que quelque part... Pas seulement opposant, après tout, c'est un citoyen. Voilà. Et j'ai de la compassion pour sa personne. C'est pourquoi je dis qu'il a fait tout dans l'intérêt général du pays. Un président ne fait que tout dans l'intérêt du pays. Au cas contraire, c'est parjure. Et ça aussi, c'est inscrit dans la Constitution. Donc, je crois qu'il a donné tout ce qu'il pouvait donner à la République et il revient maintenant aux citoyens d'apprécier. C'est comme le chef de famille. Vous faites tout ce qui est de votre pouvoir en tant que chef de famille pour le bien-être des membres de la famille. Mais dans ce process-là, il peut vous arriver de ne pas satisfaire tous les membres de la famille de la même manière. Donc, et de ce point de vue, il leur revient de faire des observations sur votre attitude de chef de famille. Donc, c'est la même chose si on se situe au niveau de l'État. Patrice Talon, effectivement, et ça, je le dis la main sur le cœur, a donné tout de son possible. Il a donné toute son énergie à la République, mais avec aussi sa force et ses faiblesses. Et il ne devrait pas s'en prendre à quelqu'un qui le juge sur ses faiblesses, sur ses points faibles, sur ses points faibles. Il ne devrait pas s'en prendre à la personne. Donc,
on n'a pas toujours les mêmes perceptions sur sa personne. Rachid Diodio, quel est votre décryptage de l'émotion qui s'est fait montre ce jour-là au Palais des Gouverneurs? Non, c'est une émotion naturelle parce que ça faisait la 10e fois qu'il se présente dans cette posture devant la représentation nationale pour présenter l'état de la nation. Et donc, l'absence d'émotion, même en de pareilles circonstances, doit interpeller. L'émotion, elle était vive, elle était forte, elle était sincère et elle était même contagieuse parce que pour nos autres citoyens qui suivons ce message-là à distance, cette émotion aussi nous a gagnés. Et puis, on n'a pas résisté à ça parce que c'est une émotion positive. Patrice Talon, lui, est fier de son bilan. Il a donné le meilleur de lui-même. M. Kouagoul l'a dit et je le remercie parce que c'est aussi ça. L'opposition, ce n'est pas le refus de la réalité. Il a dit qu'il a donné le meilleur de lui-même et je le remercie très sincèrement pour ça. Effectivement, Patrice Talon a donné le meilleur de lui-même. Il a travaillé jusqu'à épuisement. Il a sacrifié ses nuits et ses jours pour que la République avance. Après, oui, bien sûr, il s'est privé des bonnes choses de la vie. Vous savez, il a dit qu'il a pris, disons, 20 ans de vieillesse en 5 ans. C'est aussi ça, la charge présidentielle. C'est aussi ça la mission. Non, est-ce que vous ne voyez pas que vous allez m'interrompre. Non, je viens. Mais vous n'allez pas m'interrompre, monsieur. Je viens. Oui. Mais vous avez vu la question. Si vous essayez de m'interrompre comme ça, les téléspectateurs, les internautes ne pourront ne pas me suivre. Non, je vous en prie. Non. Après, on peut trouver qu'il y a une sorte d'autosatisfaction, oui, parce que c'est ça la caractéristique de Patrice Talon. Il n'est pas un homme d'hésitation ou de doute, c'est un homme de certitude, mais qui sait aussi briser ses certitudes pour se remettre en cause au nom de l'intérêt supérieur de la République. Donc, il ne faut pas voir le fait qu'il défende son bilan comme quelqu'un qui pense qu'il a tout réussi et qu'il ne reste plus rien, pas du tout. Ce n'est pas sa pensée. D'ailleurs, il a montré que malgré tout ça, des défis persistent et il revient à la République de se mobiliser pour faire face à ces défis-là avec son successeur. Sur la question vous étiez en train de parler vous m'aviez interrompu tout à l'heure. Je vous pose la question de savoir, est-ce que vous ne voyez pas que le pouvoir a fait perdre beaucoup de choses à Patrice Talon? Comme quoi? Des amitiés. Vous savez, j'ai eu le bonheur dans certaines positions, dans différentes positions, d'abord d'avoir des échanges comme ça avec le président Patrice Talon, parfois avec d'autres acteurs, parfois à deux. J'ai eu aussi le bonheur de l'interviewer à plusieurs reprises. Et je me rappelle une fois, il dit, je pense que là, c'est pas du tout en privé, hein, c'est une émission, ça doit être en août 2018, je lui posais la même question, de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, il n'a pas le sentiment que la fonction l'éloigne, l'isole? Et il a dit que c'est la caractéristique de la fonction. La fonction présidentielle vous isole, vous éloigne de la famille, des amis. Mais c'est à vous de savoir retrouver le juste milieu entre la présence que vous devez avoir aux côtés de vos amis, de vos proches, des membres de votre famille, et la présence que vous devez avoir dans la charge que la République vous a confiée. Et l'autre facette de cette réflexion, c'est qu'à un moment donné aussi, oui, le président de la République peut faire le choix de l'éloignement vis-à-vis d'amis ou de proches au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Et cela n'a pas manqué. Ça fait partie du parcours des dirigeants, ça fait partie du parcours des hommes d'État. L'essentiel, c'est de nous demander, est-ce qu'il a fait le travail que la République lui a confié? Est-ce qu'il a accompli la mission avec dévouement, avec détermination, avec un esprit concurrent, avec un esprit de
de changements positifs, de progresser très rapidement, de nous emmener au développement? Merci. Et la réponse à tout ça, c'est oui. Et c'est pour cette raison que lorsque je voudrais nous ramener dans le discours, regardez les 6 questions qu'il a posées dans son discours. Ces 6 questions qu'il a qualifiées lui-même de fondamentales et auxquelles il a répondu par Oui. l'affirmative, montrent très bien que oui, notre pays n'est plus le même et qu'aujourd'hui, nous pouvons être fiers de l'état dans lequel se trouve notre pays sans perdre de vue qu'il reste encore des défis qu'il faut relever de façon collective. Justement, pour tomber sur cette chute, oui. Oui, Patrice non, Talon. je voudrais abonder dans le même sens pour dire que d'un exercice à un autre, le pays n'est toujours jamais le même. C'est toujours une progression. Donc, je tiens à cela. D'un mandat à un autre, il y aura toujours une progression. Sinon, celui qui a été président de la République n'a pas rempli correctement la fonction. J'ai vu, et parlant toujours des émotions, c'est l'une des rares fois que j'ai vu le chef de l'État évoquer des mots de piété ou bien qui renvoient un peu, disons, à la spiritualité. Présenter des condoléances, s'excuser. J'ai senti ça dans le discours. Et là, j'ai trouvé que ce n'était plus Patrice Talon le dur, mais c'était Patrice Talon l'humain, qui commence par voir peut-être... N'est-ce pas les effets de la fin? Les effets de la fin, l'après-pouvoir peut-être. Donc j'ai lu ça aussi en lui. Et ça, je voulais le souligner. Ça, il faut le souligner. Et justement, vous posez aussi la même question. Comment percevez-vous cette descente de Patrice Talon dans ce contexte sous-régional où des présidents, après 2 mandats, trouvent toujours qu'il y a toujours à faire parce que quel que soit le mandat, même s'il est de 10 ans fois 2, il y aura toujours à faire, toujours qu'il y a à faire et décide de tordre la loi, de courir à la loi avec la majorité au pouvoir pour y rester. Patrice Talon, lui, décide de quitter dans ce contexte-là. Je veux saluer 2 choses à ce niveau. Là, j'interpelle l'analyste. Oui, je veux saluer 2 choses à ce niveau. C'est vrai, vous évoquez des cas de la sous-région où les gens tordent le cou à la loi constitutionnelle pour s'éterniser. Et vous faites bien de le dire, quel que soit le nombre de mandats, il y aura toujours à faire. Au moins là, on peut convenir là-dessus. Mais je voudrais souligner 2 choses. La première chose, c'est que il faut saluer le génie du peuple béninois. C'est l'état d'esprit du peuple béninois qui amène aussi les présidents de la République à ne pas faire du forcing au-delà duquel ce n'est pas possible. Deuxièmement, il faut quand même le reconnaître. Vous pensez que c'était impossible pour Patrice Talon s'il le voulait? Au regard de sa majorité, au regard de la configuration du Parlement. Quand je parle du génie du peuple béninois, Patrice Talon est dans le peuple. Okay. Donc, c'est le génie du peuple béninois. Maintenant, je reviens à la personne du président Patrice Talon pour dire que c'est aussi son mérite. C'est aussi son mérite de pouvoir quitter les affaires telles que nous l'avons prescrit dans la Constitution. Et là, on peut lui reconnaître comme démocrate. Et je crois que ça, c'est aussi un point fort qu'il faut souligner. Dernière question avant de revenir à Rachid Odjo. Rachid Odjo l'a dit tout à l'heure, qu'il a reconnu n'avoir pas tout fait. Alors, ma question, Jean-Claude Kouakou, c'est de savoir, est-ce que ce dernier discours sur l'état de la nation de Patrice Talon peut-il être perçu comme l'expression d'un héritage politique assumé ou comme l'aveu des limites d'un projet arrivé à son point culminant? Non, bon, je crois que le président Patrice Talon a fait, comme je l'ai dit tantôt, de son mieux. Il a donné ce qu'il peut donner à la République. Et là où nous en sommes, je ne sais pas, c'est l'atterrissage. Donc, il a fini, c'est l'atterrissage. Bon, il va passer la main à son successeur qui va prendre le relais et puis peut-être mieux faire, toujours mieux faire que le prédécesseur. Donc, le successeur doit toujours mieux faire que le prédécesseur. Rachid Odjo, un héritage politique assumé? Vous parlez de quel héritage Ce discours, lorsqu'on le prend en général. Parce que je veux m'assurer que je ne vous comprends pas mal. Parce qu'il y a l'héritage que le président Patrice Talon lui-même est venu voir à l'arrivée dans la fonction en 2016, qu'il a qualifié de pas confortable. Et puis maintenant, l'héritage qu'il nous laisse. Lui-même, oui, exactement. Voilà. Alors, donc, je pense que le travail qu'il faut faire, c'est la comparaison, bien sûr, entre l'héritage qu'il a retrouvé et l'héritage qu'il est en train de nous laisser pour nous convaincre de ce que l'héritage que nous laisse
le président Patrice Talon facilite plus le travail à son successeur que l'héritage qu'il est venu voir. La situation dans laquelle se trouve notre pays en 2016, lorsqu'il arrivait aux affaires, la situation dont il a hérité quand il est arrivé aux affaires, on peut le dire, elle n'était pas du tout reluisante. D'ailleurs, vous vous rappelez, hein, un célèbre ancien président de l'Assemblée nationale a eu à le dire en des termes qui sont devenus aujourd'hui aussi très célèbres, Maître Adrien Mouidi, pour ne pas le nommer. Voilà. Et donc aujourd'hui, Patrice Talon... On parle de quoi? Quand il disait télécommande? Fragilisé, non. fragmenté, oui, quand, banalisé, bien sûr, piédestal, c'est ça la réalité. Aujourd'hui, le Bénin n'est plus un État fragilisé. Le Bénin n'est plus un État banalisé. Le Bénin n'est plus un État descendu de son piédestal. Et c'est ça qui fera que le successeur de Patrice Talon aura la tâche plus facile que Patrice Talon ne l'a eu en 2016 quand il arrivait aux affaires. Parce qu'aujourd'hui, l'état d'esprit, il est là. L'état d'esprit du peuple béninois dont a parlé tout à l'heure M. Kouagou, j'ai une nuance à apporter à ce niveau. Cet état d'esprit a surtout été cultivé durant ces 10 dernières années parce que le peuple aussi sait ce qu'il veut. Nous savons très bien qu'à un moment donné, même si nous ne sommes pas d'accord avec certaines choses, nous ne pouvons pas aussi désirer des choses d'une certaine nature parce que ça s'appelle la régression. Donc, pour revenir très rapidement à la question donc de l'héritage, c'est ce que tous les chefs d'État au monde peuvent souhaiter, que lorsque vous prenez les rênes d'un pays, que l'essentiel soit déjà en place, que vous ayez les coudées franches pour continuer à gouverner, à diriger le pays, à produire des résultats sans avoir besoin de reprendre à zéro. En 2016, il fallait revoir les fondamentaux, il fallait reposer les bases du développement de notre pays. C'est pour ça que cela a nécessité des réformes dans tous les secteurs de la vie publique, que ce soit dans la vie politique, dans la vie économique, dans la vie sociale. Tous les secteurs de l'administration ont connu des réformes. Et maintenant que nous avons fait tout ça, ça permet au successeur qui vient de pouvoir avancer sereinement, de continuer à aller encore, d'accélérer encore la transformation de notre pays sans avoir encore à réinventer les bases. Mais Patrice Talon, ce n'est pas le 23 décembre qu'il a commencé par prendre conscience de ce que c'est la fin et qu'il faut être moins dur. Déjà, le 1er août dernier, après le défilé, quand il a accordé une interview à la presse, il avait déjà reconnu lui-même que malgré toute sa bonne volonté, malgré le fait qu'il ait donné le meilleur de lui-même, malgré le travail titanesque qu'il a abattu, il a des insuffisances parce que ça reste une œuvre humaine. Et que pour cette raison, il fallait essayer de reconsidérer un certain nombre de situations. Et cela a peut-être pu transparaître dans sa posture, dans son attitude, dans sa manifestation psychologique durant le prononcé de ce discours sur l'état de la nation. À vous, Rachid Oudjo. Oui. Merci à Jean-Claude Kouagou pour ses opinions qui quand même ont commenté un peu ce discours sur l'état de la nation. On va très rapidement dire quelques mots sur la campagne électorale pour les législatives et communales qui ont démarré hier vendredi à 0h. Alors Jean-Claude Kouagou, la campagne des législatives et communales de 2026 s'ouvre dans un paysage politique profondément remodelé, si on peut le dire ainsi. Alors, le pluralisme est-il encore une réalité ou une façade institutionnelle selon vous? Non, je crois que votre question mérite vraiment d'être posée. J'y trouve vraiment de la pertinence. C'est les deux à la fois. Les deux à la fois. Parce que on a toujours le dispositif institutionnel pour que nous soyons dans le pluralisme.
D'accord? Il y a BR, UPR, LD, Moël, MOEL, LD, FCBE. RN, FCBE et tout ça. Donc, RN est désormais avec UPR. oui, mais c'est une entité à part d'abord. Mm. Donc, je ne parle pas des accords de coalition parlementaire ou bien d'accords de gouvernement ou de fusion. Bon, voilà. Donc, de ce point de vue, oui. Mais sur un autre plan, s'il faut faire des analyses, c'est quand même que il ne faut pas reprocher le fait que plusieurs se mettent ensemble pour soutenir l'action d'un gouvernement. C'est d'ailleurs classique. Mais c'est dans le fonctionnement de certains partis quand même, on trouve que de ce point de vue-là, c'est un peu de la farce. Un peu de la farce. Je ne voudrais pas nommer, mais voilà. Votre question était très pertinente et dans la question, il y avait les deux. Même question, Rachidi Ojo? Oui, bon, je pense que nous sommes toujours dans le pluralisme, sauf que chaque fois que l'on veut apprécier l'état du pluralisme politique dans un pays, il faut toujours situer le contexte. Nous sommes dans un contexte de réforme. Il y en a eu en 2018, en 2019, en 2024 et même maintenant en 2025. Le pluralisme tel qu'il se manifestait dans notre pays il y a encore 20 ans, 15 ans, ce n'est pas de cette façon qu'il se manifeste aujourd'hui. Mais l'essentiel est là. Parce que le pluralisme ne s'apprécie pas nécessairement à l'aune de la quantité de formations politiques, de partis politiques que l'on a. Non, pas du tout. On peut avoir 200, 250, 300 partis politiques, dire qu'on est dans un pluralisme sans que cela ne fasse pas avancer le débat politique, sans que cela ne fasse pas avancer le débat idéologique. Aujourd'hui, nous sommes dans un pluralisme caractérisé par la présence régulière d'une dizaine de partis politiques. M. Kouagou en a cité quelques-uns tout à l'heure. Mais dans ça, quelle est la qualité du débat politique? Quelle est la lisibilité que nous avons aujourd'hui de la scène politique? Et surtout, comment ce pluralisme, avec la réalité d'aujourd'hui, contribue au développement de notre pays? Parce qu'après, dans aucun pays au monde, le pluralisme, ce n'est pas pour la décoration, ce n'est pas pour les beaux yeux de quelqu'un. Le pluralisme politique s'inscrit dans un contexte de renforcement de la démocratie et tout ceci aussi pour améliorer après tout les conditions de vie des populations et aller au développement. Donc pour moi, nous avons le pluralisme politique qui est là. Vous avez des acteurs qui appartiennent à différents partis politiques qui ne sont pas nécessairement porteurs des mêmes idéologies. Le débat politique a toujours lieu, même ce que nous faisons, ça fait partie du pluralisme. Moi, j'ai ma façon de voir pour qui les est quelques-uns complètement... d'entre vous qui essaient de venir sur des plateaux encore. Non, non, il faut laisser ce problème-là. Est-ce que quelque part... Moi, j'ai ma façon de voir qui est totalement différente de la façon de voir de M. Kouagou. Chacun a émis, depuis le début de cette émission, sa pensée, et c'est comme ça que nous vivons le pluralisme. Ce que nous n'avons peut-être plus, c'est le pluralisme spectaculaire, c'est le pluralisme de confort et qui a aussi des natures à entraver notre marche vers le progrès. Nous sommes dans un pluralisme politique productif et c'est ça qu'il faut saluer. Mais pour vous, Jean-Claude Kouagou, quels sont les enjeux de cette campagne électorale-là? Non, les enjeux de cette campagne électorale, c'est qu'il faudrait que le peuple béninois accorde la large victoire au Parti des démocrates pour que nous puissions rééquilibrer les forces à l'Assemblée nationale et rééquilibrer aussi le fonctionnement des États. C'est à travers l'Assemblée nationale où on légifère les lois qu'il faudrait influencer l'avenir politique de notre pays. Pour vous, quels sont les enjeux? Je ne vais pas bouleverser la prière de M. Kouagou parce qu'il a naturellement émis un vœu en tant que membre d'un parti politique, mais sans renier la position que j'ai défendue tout au long de cette émission, moi je voudrais convier nos compatriotes à une réflexion. L'Assemblée nationale, dont nous élisons les membres le 11 janvier prochain,
est un maillon essentiel, en tout cas pour moi, de la chaîne de production de développement. Même si, comme on le dit, c'est le haut lieu de la politique, c'est le temple de la démocratie, mais c'est aussi un maillon important de la chaîne de production de développement. Il n'y a pas de développement sans des réalisations majeures. Il n'y a pas de réalisation majeure sans que le gouvernement ait les moyens de les financer. C'est l'Assemblée nationale qui donne ces moyens au gouvernement. Alors la question qu'il faut se poser, si aujourd'hui l'on est satisfait du rythme de progression de notre pays, de la façon dont nous avons progressé depuis 10 ans en termes d'eau potable, d'électricité, d'assainissement, de réalisation des infrastructures socio-communautaires de base, si nous sommes satisfaits de tout cela, nous devons faire en sorte que la prochaine Assemblée nationale ait une configuration qui ne pose pas un problème au prochain président de la République. C'est fondamental parce que parfois tout part de l'Assemblée nationale. Si nous envoyons à l'Assemblée nationale des députés qui vont rester tout le temps dans une position de rejet systématique de tout et de rien, si nous envoyons à l'Assemblée nationale des députés qui vont bloquer le gouvernement, qui vont le priver de moyens de continuer à transformer notre cadre de vie, à améliorer nos conditions existentielles, nous aurions tout simplement fait le choix du recul. C'est pour ça que toutes les sensibilités s'y retrouvent. Oui, mais toutes les sensibilités devraient s'y retrouver. Mais il faut faire en sorte que la majorité soit accordée. La mouvance présidentielle. Il faut que les femmes et les hommes qui ne vont pas empêcher le gouvernement de continuer à transformer notre pays, à améliorer nos cadres de vie, il faut que ces femmes et ces hommes soient envoyés massivement à l'Assemblée nationale. Merci à vous. Et lorsque j'essaie de faire un tour en arrière pour voir l'attitude adoptée ces 3 dernières années par les députés du Parti Les Démocrates, je peux dire que franchement, je ne pense pas qu'il faille faire en sorte que ce parti soit majoritaire à l'Assemblée nationale, parce que si c'est le cas... il a fait une prière, je fais la prière contraire. Je fais la prière contraire. Je fais la prière contraire. Et j'ai une question spécifique à vous. Parce que si c'est le cas, c'est le pays qui sera retardé dans sa marche vers le développement. J'ai une question vous concernant avant de retourner à Jean-Claude Kouabou. Vers le progrès. On a vu une formation politique de la mouvance qui interdit à ses candidats de faire des affiches à leur image personnelle. Oui. Comment cela s'explique? Oui, parce que... On parle de l'élection législative, on parle de communale. Non. Okay. Il faut, quand on accepte une réforme, il faut pouvoir intégrer son esprit dans son intégralité. La réforme du système partisan accorde la primauté, la force, la puissance aux partis politiques. Les influences individuelles, le besoin pour chacun de faire sa publicité politique ne passe pas d'abord avant la promotion du parti politique. Est-ce que vous ne voyez pas que ce sont les idées de proximité? Ce sont des élections de proximité, mais les candidats de chaque parti politique, du parti dont vous parlez, donc c'est l'Union progressiste, le Renouveau, ne resteront pas dans leur chambre, dans leur maison pour faire campagne. Ils vont se présenter aux populations. Ils iront dans chaque quartier, dans chaque village pour se présenter et pour vendre le projet de législature du parti et le projet de commune du parti. Il s'agit du parti politique. Les individus passent après. Là où sont les partis politiques, les individus s'effacent d'abord. Ça permettra plus tard à chaque élu de savoir qu'il ne doit pas d'abord son élection à lui-même, mais à son parti politique qu'il a positionné, qui a élaboré un projet de législature qu'il a à le vendre aux populations pour que ces populations accepte de voter pour le parti pour que lui soit élu. Merci. Je pense que c'est tout simplement la logique. Oui. Jean-Claude Kouabou. Je crois que d'abord, c'est un prisme d'observation et c'est un choix délibéré de ce parti-là de vouloir que l'électeur élise qui il ne connaît pas sous la bannière des logos. C'est un constat et puis on n'a pas épilogué longuement là-dessus. Mais je voudrais quand même revenir pour dire que lorsque le Parlement monocolore, il ne rend pas service. Nous avons connu une croissance économique
mais qui n'a pas de répercussions dans le panier de la ménagère. Aujourd'hui, en termes de liberté publique, il y a beaucoup à dire, même dans le secteur des médias, parce que moi, je suis un produit des médias. Même dans le secteur des médias, nous avons à légiférer. Si on ne donne pas les moyens aux partis de l'opposition de pouvoir faire l'équilibre avec les partis de la mouvance, mais on va dans un chaos. Parce que l'esprit est tel que si vous raisonnez seulement dans un même sens, surtout qu'il y a un bâton qui s'appelle criette, auquel beaucoup ont peur et ne raisonnent plus à l'Assemblée nationale. Mais il faut donner les moyens aux partis politiques, les démocrates, pour pouvoir apporter. C'est pas que on est minoritaire, donc on subissait. On connaît le développement du pays. Si c'est pour développer le pays, on va contribuer au développement du pays. Ce n'est pas pour aller contre le développement du pays que nous demandons la majorité, mais c'est pour contribuer à faire des réformes structurelles, à faire des réformes législatives qui permettent au pays de développer et que chaque citoyen... Je vais dire quelque chose de très important. Le président Patrice Talon n'a jamais fait quelque chose qui soit contraire à la loi. Jamais. Depuis 2016, il n'a jamais fait quelque chose qui soit contraire à la loi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Chaque fois qu'il a besoin de quelque chose et qu'il n'a pas l'instrument juridique, il convoque la majorité. Alors que cette majorité est acquise totalement à sa cause, la majorité va, change la loi, on revient maintenant, on applique. Et quand il exprime encore un besoin, on demande à la majorité d'aller changer la loi. En plein processus électoral, nous l'avons vu. Pourtant. Donc voilà, je crois que nous sommes en train de défendre ici des points de vue, mais le citoyen, l'électorat sait ce qu'il va faire. Et puis nous allons nous en tenir là. Très belle conclusion. Jean-Claude Kouabou, votre conclusion? Oui, très rapidement. Non, très rapidement, parce que là, nous sommes dans la conclusion. C'est peut-être ça que les internautes retiennent. Le Parti Les Démocrates nous a montré en décembre 2023 et en décembre 2024 qu'à un moment donné, le parti ne s'est pas placé l'intérêt supérieur des Béninois au-dessus de tout. Non, est-ce que c'est un procès du parti? Non, je viens. C'est pas un procès au parti? Non, c'est pas un... c'est pas... Non, je viens, monsieur Kouabou. Vous avez déjà fait votre conclusion. Vous allez me permettre de faire la mienne. Oui, mais non, pas un procès au parti. Non, oui, c'est un procès au parti. Non, c'est pas un procès. C'est pas un procès. Non, moi, je pense qu'il faut défendre les partis de la mouvance. Non. Puisque moi, j'ai défendu mon parti. Moi, je suis en train de dire pourquoi il ne faut pas accorder la majorité au parti. Non, dites plutôt ce qu'il faut faire pour la majorité. Non. Ne faites pas le procès. Non, ça va nous permettre. Parce que moi, je n'ai pas fait le procès au parti. Moi, je dis aux Béninoises et aux Béninois, voilà, ce qui ne doit pas nous arriver. Voilà. Il ne faut pas que le Parti Les Démocrates ait la majorité au Parlement. Parce qu'en 2023, nous avons vu les députés de ce parti politique, après avoir participé aux travaux en commission sur le budget général de l'État exercice 2024, ils sont venus rejeter ce budget, alors que dans ce budget, il y a des lignes qui sont prévues pour le financement des infrastructures dans tout le Bénin. Et dans tout le Bénin, toutes régions confondues. C'était encore le cas en décembre 2024 pour le budget 2025. Je pense que si ce parti a la majorité au Parlement, il n'y a pas de sécurité pour le prochain président de la République. C'est pour ça que moi, personne ne souhaite un Parlement monocolore, mais il faut que nos compatriotes sachent qu'ils doivent émettre des votes dans le sens d'envoyer des femmes et des hommes au Parlement qui ne puissent pas bloquer l'action publique, l'action gouvernementale. C'est fondamental. C'est aussi ma prière. Merci à parce vous. Que je suis un citoyen et j'observe. Parce que quand ils seront majoritaires, ils vont toujours tout bloquer, comme nous l'avons vu par le passé. Même si M. Kouabou n'est pas d'accord. On n'a jamais bloqué quelque chose. C'était 81 et puis vous avez pu piocher dedans. Ça fait 87. Quand vous serez majoritaire, vous allez bloquer. Non, on ne va pas bloquer justement. Quand nous serons majoritaires, nous allons maintenant proposer pour que le pays puisse avancer. Non, vous avez toujours proposé, vous faites des amendements qui sont acceptés en commission et vous venez en plénière. C'était insuffisant. C'est parce que c'était insuffisant. Vous n'allez pas être majoritaire. C'était insuffisant. Les Béninois ne vous accorderont pas la majorité au Parlement. Nous y sommes déjà, on est en pleine campagne. C'était Info Hebdo de ce samedi. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Au plateau, j'avais avec moi Ulrich Amegankoué, à la réalisation Ruth Sodedi. Merci, portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV. On se retrouve très prochainement pour d'autres rendez-vous médias sur ESAE TV, notamment dans quelques heures au Fréry, puisque là, belle suite de programme sur ESAE TV.